Héritière du puissant et très convoité duché d'Aquitaine, Aliénor est le plus beau parti d'Europe. Reine de France puis d'Angleterre, mère de 3 rois, femme de pouvoir et d'autorité dans un monde de chevaliers imprégné par l'idéal des croisades, l'influence d'Aliénor d'Aquitaine traverse le XIIe siècle. Elle a servi les intérêts de l'Angleterre lors de son 2e mariage, mais elle a joué un rôle considérable dans l'édification du royaume de France auparavant. Richard de Devise, chroniqueur de l'époque, décrit une femme incomparable, belle mais pudique, puissante et douce, humble et pleine d'esprit. Des qualités, ajoute-t-il, que l'on retrouve rarement chez une femme. Alors Aliénor d'Aquitaine, on le sait, on a écrit des tas de livres, même des romans sur Aliénor d'Aquitaine, est une femme exquise, très belle, ravissante, mais ambitieuse, intelligente, cupide, avide, sensuelle, enfin, elle a tout pour plaire. Répudiée par le roi de France, Louis VII, Aliénor renverse l'équilibre des pouvoirs. Elle est avec Henri II d'Angleterre à l'origine d'une dynastie légendaire, celle des Plantagenets, que le chroniqueur Giraud de Bari qualifie de dynastie issue du diable. Tête politique, Aliénor règne sur un véritable empire, qui s'étend des îles britanniques aux Pyrénées et donne naissance aux célèbres Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, qui vont nourrir pour des siècles l'imaginaire populaire. La littérature et l'histoire se sont emparées de son destin tourmenté, contribuant à bâtir à outrance sa légende noire. L'historien Edmond-René Labande voit en elle une véritable louve, avide de pouvoir, celle dont le cœur fit si souvent troubler, dont l'ambition souleva tant d'orages. Dans les brumes du Moyen-Âge, pièce maîtresse de la famille Plantagenet, dont elle a fait l'ascension et emporté le déclin, Aliénor est l'incarnation d'une époque et demeure une femme exceptionnelle qui continue aujourd'hui encore à alimenter bien des fantasmes. Le partage de l'Empire de Charlemagne, en 843, donne peu à peu naissance au royaume de France. Au XIIe siècle, ce royaume se compose d'une multitude de fiefs, duchés et comtés, gouvernés par des seigneurs, vassaux du roi capétien, qui ne possèdent plus qu'un domaine réduit, depuis lequel il exerce l'autorité centrale. La féodalité, système politique qui régit la société au Moyen-Âge, se conçoit sous la forme d'une pyramide, où chaque niveau obéit à un seigneur plus puissant, faisant remonter la réalité du pouvoir jusqu'au roi. À la mort du dernier empereur carolingien, Charles III le Gros, en 888, le royaume d'Aquitaine devient un duché, gouverné par Guillaume le Pieux, chef de la maison des comtes d'Auvergne et premier duc de l'histoire. Après la mort de Guillaume le Pieux et de ses 2 fils, sans descendance masculine, une farouche guerre de succession enflamme l'Aquitaine. Les comtes de Poitiers reprennent alors la couronne ducale qu'ils transmettent à leurs fils aînés, qui portent tous le nom de Guillaume. Entre 995 et 1030, Guillaume V le Grand gouverne en véritable souverain l'Aquitaine, qui s'étend du Poitou à l'Auvergne. Manifestant des velléités d'indépendance, il fait de Poitiers la capitale du duché et favorise la culture. Mais très vite, il se heurte aux ambitions de ses petits seigneurs vassaux, qui entendent élargir leurs prérogatives. Dès le XIe siècle, le duché se métamorphose. On défriche les forêts, on assèche les marécages, de nouveaux villages et châteaux sortent de terre. L'Église entreprend des constructions monumentales, de style roman, pour chanter la gloire de Dieu. Sous la gouvernance de Guillaume IX le Troubadour, de 1086 à 1126, mécène avant l'heure et poète lui-même, la vie de cour s'enrichit d'une poésie profane en langue vernaculaire qui fait l'apologie de l'amour courtois. Sa petite-fille, Aliénor, grandit au milieu des jongleurs et des hommes de lettres. Elle est la fille aînée de Guillaume X d'Aquitaine et d'Aliénor de Châtellerault. Une première tragédie marque l'enfance d'Aliénor. Elle perd sa mère en 1130. 7 ans plus tard, avant d'effectuer un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, Guillaume X, qui n'a pas de fils, fait jurer à tous ses vassaux fidélité à Aliénor. Sage précaution.
Guillaume, lui, va avoir l'idée saugrenue de mourir en partant en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, un vendredi saint qui plus est, à 38 ans. Et il va laisser le duché d'Aquitaine à la petite Aliénor qu'il aimait tant, parce qu'il n'y a pas de loi salique en Aquitaine. Là, ce n'est pas comme chez les Francs-Saliens où c'est l'homme qui hérite, elle hérite le duché d'Aquitaine. Guillaume vient de faire de sa fille la plus riche héritière d'Europe, attirant la convoitise du roi capétien Louis VI le Gros. Aliénor possède une personnalité très forte. Elle a sans doute à peine 15 ans quand elle succède à son père à la tête du duché d'Aquitaine, qui représente presque le quart de la France. C'est dire toute l'importance politique et stratégique que va avoir son futur mariage. Le roi des Francs, Louis VI le Gros, est assez clairvoyant. Il passe son règne à chevaucher l'épée à la main, mais il a aussi l'ambition de consolider son pouvoir et de fédérer ses vassaux autour de lui contre les agressions extérieures. Louis VI s'appuie sur un conseiller prudent et habile, l'abbé de Saint-Denis Sugère, et parvient en 1124 à résister à une coalition anglo-germanique. Pour la première fois depuis l'avènement de la dynastie capétienne, tous les vassaux se mobilisent pour défendre le pouvoir de leur roi. Le duc de Bourgogne, le comte de Champagne, le comte de Flandre, le comte d'Anjou, le duc de Bretagne et le duc d'Aquitaine répondent à l'appel du Capétien, resserrant les liens féodaux. À la fin de son règne, sur les conseils avisés de l'abbé Sugère, Louis VI scelle le destin de son royaume en mariant son fils aîné, Louis, à Aliénor, le 25 juillet 1137. Dans le cadre de ce mariage éminemment politique, s'opère alors un choc des cultures. Aliénor quitte son pays pour un autre. À Paris, on ne parle pas la même langue. La France du Nord parle la langue d'Oïl. Centralisée autour de Saint-Denis et de Reims, s'y déploie une culture imprégnée de religiosité et d'austérité, contrastant avec une France du Sud, libérale et enthousiaste, où on s'exprime en langue d'oc. Louis peut espérer rattacher l'Aquitaine au maigre domaine royal, soit tout le sud-ouest de la France. Mais il y a encore des contradictions à lever et bien des passions à canaliser. Louis VI le Gros meurt le 1er août 1137. L'époux d'Aliénor est propulsé roi de France sous le nom de Louis VII. Ce dernier n'était pas destiné à régner, mais la mort de son frère aîné, 6 ans auparavant, le sortait du cloître Notre-Dame où il était élevé, afin de lui apprendre à gouverner. Il en gardera le surnom de Louis VII le Pieux. Ce sont deux personnalités totalement différentes. Hein. Elle est vindicative, elle est prompte, elle est courageuse. Lui est un peu mou, hésitant, un peu bigot. D'ailleurs, on le surnomme Louis VII le Pieux. Aliénor est non seulement belle, mais elle est aussi brillante et vive d'esprit. Sa forte personnalité influence Louis VII et les deux époux apparaissent dans un premier temps comme des alliés à la tête du royaume. Louis aime Aliénor d'une façon immodérée. Ses conseillers, laïcs ou clercs, voient déjà dans cet amour la faiblesse d'Adam pour Ève. Au début, le couple royal s'entend parfaitement et Aliénor donne son avis concernant la politique d'expansion du royaume, car elle aime parler politique. En 1141, Louis VII entreprend une campagne militaire contre le comté de Toulouse, sur lequel Aliénor a des droits par sa grand-mère. Faire tomber le comté de Toulouse dans l'escarcelle du roi permettrait d'ouvrir un accès à la précieuse mer Méditerranée. Mais le comté résiste alors qu'un autre conflit va se nouer en Champagne. En 1141, le cousin de Louis VII, Raoul de Vermandois, alors âgé d'une cinquantaine d'années, s'éprend de Pétronille, la jeune sœur d'Aliénor qui a tout juste 15 ans. Raoul n'est pas libre, et l'oncle de sa femme est le comte de Champagne. Pétronille, la petite sœur d'Aliénor d'Aquitaine, elle est follement amoureuse de Raoul de Vermandois. Et oui, mais c'est un amour impossible, puisque Raoul de Vermandois est déjà marié à Éléonore de Blois. Bon, elle va demander, la petite Pétronille, elle va demander à Aliénor, sa grande sœur, et au mari d'Aliénor, le roi de France, Louis VII, de procéder à la dissolution du mariage, ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Et oui, mais ça va contrarier férocement la famille de Raoul de Vermandois, et notamment son frère, qui va prendre les armes contre le roi de France.
Le couple royal soutient l'annulation de ce mariage afin que Raoul épouse sa bien-aimée et persiste face au refus de l'Église et du pape. Le conflit éclate donc avec la Champagne. Il faut l'intervention du très conservateur Bernard de Clairvaux en 1144 pour mettre fin à cette crise. Aliénor est mariée depuis 7 ans et n'a pas eu d'enfant. Il semble que la pression morale exercée par le moine, associée à l'angoisse de la reine qui n'est pas encore mère, ait poussé Aliénor à faire reculer son époux sur la plupart des causes du conflit. La paix retrouvée, les relations avec la papauté reprises, Aliénor met au monde une fille, Marie, en 1145. Mais pour Louis le Pieux, l'expiation des fautes passe par une croisade. Si Jérusalem n'est stratégique ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, depuis les années 1050, les invasions turques sèment l'anarchie et ruinent les pèlerinages en Palestine. À partir de 1078, les Turcs refusent de laisser libre accès à la ville sainte. 1078. Que se passe-t-il? Eh bien là, ce sont les Turcs qui envahissent Jérusalem. L'islam est à Jérusalem et c'est le coup d'envoi des croisades. Lors du concile de Clermont, le 27 novembre 1095, le pape Urbain II lance un appel à la croisade. Le message est clair: délivrer Jérusalem. La promesse du salut éternel alimente alors la quête de tous ceux qui se disent chevaliers. Ce sont les plus modestes qui partent les premiers. C'est la croisade des pauvres gens, laboureurs et artisans. Les chevaliers, eux, respectent la date annoncée par le souverain pontife, le 15 août. Les croisés prennent Jérusalem le 15 juillet 1099 et créent un royaume chrétien, les États latins d'Orient. Le 31 mars 1146, la deuxième croisade est lancée officiellement par Bernard de Clairvaux lors d'un prêche enflammé à Vézelay. Louis le Pieux se croise sans hésiter. L'expédition peut commencer. Aliénor décide d'accompagner son époux en croisade, sans se douter un seul instant que cette expédition va faire basculer son destin et écrire sa légende noire. La croisade entreprise par Aliénor et Louis va marquer un tournant dans leurs relations et dans l'histoire de France. C'est en Terre Sainte, au cours de l'année 1148, que se produit une série d'incidents. Il traverse la Méditerranée et lui veut marcher vers Jérusalem à tout prix. Or, on s'arrête à Antioche, où il y a là l'oncle d'Aliénor qui demande au secours parce qu'il est cerné, etc., par les infidèles et qui a besoin d'un coup de main. Le couple royal est accueilli par Raymond de Poitiers, fils de Guillaume le Troubadour et jeune prince franc du royaume d'Antioche. Après avoir séjourné à Constantinople, une autre cour d'Orient offre à Aliénor une vision plus proche de ses idéaux que celle de Paris. Une vision moins austère et plus ambitieuse. Raymond compte sur l'aide de Louis pour regagner du terrain face aux infidèles. Échaudé par des déboires subis plus au nord, Louis veut éviter l'affrontement et donne la priorité à un pèlerinage à Jérusalem. Les rumeurs et les railleries commencent à aller bon train quand on évoque le temps que passent ensemble Raymond et Aliénor. Elle reste avec son oncle. Les mauvaises langues diront même que ça a été une grande histoire incestueuse entre l'oncle et Aliénor elle-même. C'est une rumeur, rien de plus, sur laquelle va se cristalliser toute la légende noire d'Aliénor. Si l'on en croit le témoignage de Jean de Salisbury, un proche contemporain, elle est totalement infondée. Jean de Salisbury écrit « Les conversations assidues et ininterrompues du prince Raymond et de la reine excitèrent la suspicion du roi. » Plusieurs témoins de l'époque critiquent en outre la véhémence avec laquelle Louis VII aime Aliénor. Ce sont des êtres passionnés. Ces chroniqueurs disent qu'il l'aime comme un enfant jaloux. Mais les ménestrels et les écrivains, ça fait partie de l'époque, des siècles suivants, ne manqueront pas de donner leur interprétation de l'événement, écrivant, peut-être inventant des détails croustillants de la légende de l'infidèle Aliénor. Le départ pour Jérusalem est avancé, mais Aliénor refuse de suivre Louis. Devant son insistance et le rappel des devoirs d'une femme, Aliénor demande l'annulation du mariage pour cause de consanguinité. Menaces reposant effectivement sur des éléments avérés.
Ils auraient un ancêtre commun, le roi Robert le Pieux, mort en 1031. Louis est tenté de la prendre au mot, mais il suit les conseils de ses barons et enlève Aliénor afin de l'emmener avec lui à Jérusalem. Le pèlerinage se déroule comme prévu, mais les tentatives de reconquête en Terre Sainte échouent. Le couple royal rentre de croisade dans 2 navires différents. Leur route passe par Rome, où, semble-t-il, le pape réussit à les réconcilier, pour 2 ans seulement. Le temps de voir naître un autre enfant, une autre fille. Cette mauvaise réputation d'Aliénor est aussi, à n'en pas douter, due au fait qu'elle va renverser les alliances et faire basculer le pouvoir territorial en faveur de l'Angleterre. Les chroniqueurs français vont donc un peu se déchaîner contre elle, c'est une traîtresse, en montrant un visage diabolique. À la fin du XIIIe siècle, Jacques-Mars Giellet donne une suite satirique au fameux roman de Renard intitulé « Renard le Nouvel ». On y trouve un personnage appelé Noble qui incarne le roi et qui s'oppose à Renard, la personnification de la malignité. Renard a subtilisé à Noble les clés de son château et copule avec sa femme nommée Arouge. Elle est représentée sous les traits d'un léopard. Nul besoin de traduction pour tous les contemporains de l'auteur qui voient Aliénor dans Arouge et reconnaissent bien sûr Louis VII dans le pauvre Noble trompé. Entre Louis VII et Aliénor, la rupture est bel et bien consommée. En partant en croisade, Louis VII avait laissé le champ libre à l'ambition de Geoffroy le Bel, comte d'Anjou. Profitant d'une guerre entre les prétendants au trône d'Angleterre, Geoffroy, qui avait épousé la petite fille de Guillaume le Conquérant, Mathilde l'Emperesse, avait fait valoir ses droits sur le duché de Normandie. Il y avait même investi son fils, Henri Plantagenet, sans l'accord de son souverain, Louis VII. Le nom vient de son père qui avait coutume de porter une petite brindille de genêt à son chapeau, d'où le nom de Plantagenet. L'affrontement éclate en 1151 et Bernard de Clairvaux intervient de nouveau pour négocier un accord. Henri, âgé de 17 ans, vient à Paris prêter hommage à son roi et être confirmé duc de Normandie. Le jeune homme, robuste et de belle allure, porte une branche de genêt à son chapeau. Et une nouvelle rumeur, celle de trop, se met à courir qu'Aliénor, de presque 10 ans son aîné, n'est pas insensible à son charme. L'annulation du mariage de Louis et d'Aliénor est prononcée en 1152 lors d'une assemblée ecclésiastique à Beaugency. Aliénor n'a pas donné d'héritier à la couronne de France. Elle est pourtant contrainte de laisser ses 2 filles à Paris sous la protection de leur père. Alors au retour des croisades, eh bien, la situation du ménage, du couple Louis VII et Aliénor n'est pas vraiment idyllique parce que, on l'a vu, elle est très contrariée par le caractère un peu indolent de son mari, elle reste en Aquitaine et lui, somme toute, eh bien, s'il fait le bilan de cette croisade, c'est un bilan relativement catastrophique. Il a perdu beaucoup d'hommes, financièrement c'est aussi quelque chose qui lui a coûté très cher, sentimentalement il a perdu son épouse et territorialement, comme elle garde l'Aquitaine, qu'elle ne veut pas lui donner, eh bien, il n'a plus rien à gagner. Louis VII vient de commettre une faute politique dont il aurait pu mesurer certaines conséquences. Il vient de donner, sans le savoir, le coup d'envoi de la première guerre de 100 ans. Aliénor, qui a récupéré son duché d'Aquitaine, ne peut rester sans mari. Une réelle menace plane sur la duchesse et son juteux héritage. Après l'annulation de son mariage avec Louis VII, Aliénor reste un très beau parti. Durant le trajet entre Paris et Poitiers, siège de sa cour d'Aquitaine, la duchesse manque de se faire enlever à 2 reprises par le comte de Blois Thibaut V, puis par le duc de Normandie. En sécurité dans son fief poitevin, Aliénor écrit à Henri Plantagenet qu'elle est libre de se remarier. Séduite par le prince qu'elle avait rencontré lors de l'hommage rendu à Louis VII à l'été 1151, Aliénor considère Henri, qui est un héritier présomptif du trône d'Angleterre, comme le seul parti digne d'elle. Bien conscient des avantages politiques et stratégiques d'une telle union, Henri ne tarde pas à se manifester. Il épouse Aliénor à Poitiers le 18 mai 1152. À eux deux, ils forment déjà un empire.
et Henri n'a pas encore fait valoir les droits de sa mère au trône d'Angleterre. Ce sera chose faite en 1154. Pour comprendre comment le nouvel époux d'Aliénor, Henri II Plantagenet, accède au trône d'Angleterre, il faut remonter à son arrière-grand-père, Guillaume le Conquérant. Ce dernier, duc de Normandie, conquiert l'Angleterre en 1066, dans une formidable épopée racontée dans la tapisserie de Bayeux. 1066, c'est Guillaume, le duc de Normandie, Guillaume le Bâtard, qui réussit la conquête de l'Angleterre et qui se fait couronner roi d'Angleterre à Westminster le 25 décembre de 1066. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les héritiers de Guillaume vont s'associer au fameux Plantagenet, et il va s'en suivre des dizaines et des dizaines d'années de guerre, de succession d'Angleterre, de provinces françaises, etc., etc. Le fils de Guillaume le Conquérant, Henri Ier Beauclerc, accède à son tour au trône d'Angleterre. Mais en 1120, son héritier meurt dans le naufrage de la Blanche-Nef, lors d'une traversée de la Manche. Henri Ier Beauclerc désigne alors comme héritière sa fille Mathilde, surnommée l'Emperesse, car elle est mariée à l'empereur Henri V du Saint-Empire. La petite fille de Guillaume le Conquérant, Mathilde l'Emperesse, avait épousé, comme on le sait, l'empereur germanique Henri V. Et puis, il meurt. Elle va épouser en deuxième noces Geoffroy d'Anjou, et elle va avoir, avec son deuxième mari, un fils qui sera Henri II Plantagenet. À la mort du roi d'Angleterre, Henri Ier Beauclerc, en 1135, son neveu, Étienne de Blois, fomente un coup d'État. Il se saisit du trésor royal de Winchester, se proclame roi d'Angleterre et se fait couronner grâce au soutien de l'archevêque de Cantorbéry. C'est le début d'une véritable guerre civile qui va enflammer l'Angleterre pendant près de 20 ans. Un combat acharné va être mené en Angleterre entre Mathilde et son cousin, Étienne de Blois. C'est Mathilde qui finira par prendre l'avantage et accédera au trône d'Angleterre le fils de Mathilde et Geoffroy, Henri Plantagenet, le célèbre Henri II Plantagenet. En 1154, à la mort d'Étienne de Blois, conformément au traité de Wallingford signé l'année précédente, Henri Plantagenet devient roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II. Il est couronné en l'abbaye de Westminster le 19 décembre 1154. Avec Aliénor d'Aquitaine, reine pour la seconde fois, Henri II va devenir le fondateur d'une dynastie légendaire et édifier un véritable empire qui va fragiliser le pouvoir du Capétien. Le précieux héritage d'Aliénor, en plein cœur du territoire français, devient possession du roi d'Angleterre. L'apport de cette dot par Aliénor d'Aquitaine sera très important car elle inversera le rapport de force entre les deux souverains, d'abord à la faveur de Louis VII, roi de France, puis à la faveur d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Le territoire qui appartient aux Plantagenets à cette époque est assez remarquable. Il hérite par son père Geoffroy V le Bel de la Touraine, de l'Anjou et du Maine, par sa mère Mathilde de la Bretagne et de la Normandie, par sa femme, Aliénor d'Aquitaine, alors là de la Guyenne, l'Aquitaine qu'on connaît aujourd'hui, de l'Auvergne, de la Gascogne, du Poitou également, et puis au final de l'Angleterre dès son couronnement. Ce mariage stratégique d'Aliénor et Henri II est un véritable coup politique. Il fonde l'empire officieux des Plantagenets. Aliénor apporte un immense territoire qu'elle avait déjà apporté au roi de France Louis VII, mais surtout, c'est une enclave anglaise au sein même du royaume de France, un État dans l'État. Alors évidemment, ça va poser des problèmes, car sur ces terres françaises, Henri II, même s'il est roi d'Angleterre, reste le vassal du roi de France. Henri II, c'est un homme d'État, un meneur, ses colères sont d'ailleurs célèbres, et il a la volonté forcenée de devenir l'Alexandre de l'Occident. Les stigmates de la guerre civile sont encore très présents en Angleterre. Le roi a donc besoin d'une personne de confiance pour diriger les affaires pendant son absence. En France, il doit faire valoir ses droits et affirmer son pouvoir face aux velléités d'indépendance de ses barons et à la puissance du Capétien Louis VII. Henri II laisse donc naturellement les rênes du gouvernement anglais à Aliénor, alors qu'il mène une expédition militaire vers Toulouse pour faire valoir les droits de son épouse, comme l'a fait Louis VII avant lui. Jean du Salisbury, leur contemporain et secrétaire de l'infortuné Thomas Becket, rapporte le caractère interchangeable des deux souverains dans les débuts du règne.
Henri II a toute confiance en son épouse. C'est une tête politique. Elle a déjà prouvé sa valeur en Aquitaine, puis sur le trône de France, en montrant de réels talents de gouvernance. L'autorité de la reine est bien réelle. Elle prend la tête de la chancellerie. Elle édicte d'ailleurs plusieurs chartes royales sous sa signature, sans que le roi ne valide ses décisions. Elle assure ainsi d'une main de fer une véritable régence. Elle arbitre les conflits, gère aussi les finances. Sous le règne d'Aliénor, la vie de cour renaît. Dans le sillage de son illustre aïeul, Guillaume le Troubadour, elle fait du mécénat artistique une priorité et exalte la grandeur royale. La souveraine éblouit ses convives par de somptueux banquets où se croisent les plus grands poètes et musiciens du temps, qui chantent l'idéal de l'amour courtois. Celui-ci prône un amour fondé sur un libre choix réciproque qui ne peut se faire qu'en dehors du mariage, car on ne peut aimer ce qu'on possède. Le statut de la femme évolue. Elle n'est plus considérée comme un objet sexuel dont on dispose, ou un ventre destiné à perpétuer la race. Elle est désormais libre d'aimer et doit être séduite selon un code précis. Malgré les pressions de l'Église, cet amour devient au XIIe siècle une valeur louée et chantée par les poètes, même si cet idéal littéraire ne se concrétise pas vraiment dans la société aristocratique. On a beaucoup parlé des cours d'amour rassemblant les plus grands poètes du temps autour d'Aliénor ou de sa fille Marie de Champagne. Ces cours qui prescrivent les règles de l'amour courtois et dictent la conduite des amants appartiennent sans doute un peu à la fiction. Quelle est la part de réalité? Évidemment, ces cours sont sans doute de pure invention. C'est vrai qu'Aliénor a joué un rôle de mécène important. D'ailleurs, plusieurs œuvres littéraires lui sont dédiées. Le troubadour Bernard de Ventadour s'adresse à la reine des Normands dans l'une de ses chansons. Henri II, roi nomade issu d'une guerre civile, parvient à ériger un empire où il travaille à imposer son autorité, à développer une administration solide et à instaurer une justice centralisée. Lorsqu'Henri II Plantagenet est arrivé à Chinon, il a trouvé une vieille forteresse qui avait été construite par les comtes de Blois et ensuite amendée par ses ancêtres, les comtes d'Anjou. La transformation importante qu'il a effectuée à la forteresse de Chinon, c'est la construction d'un palais neuf, plus commode pour loger son administration et qui se trouvait sur le fort Saint-Georges. En 1163, Henri II rentre en Angleterre et reprend la quasi-totalité de l'exercice du pouvoir. Aliénor, tête politique, se sent lésée de voir ainsi réduites ses prérogatives, mais elle travaille à fonder une dynastie légendaire. Après avoir donné 3 fils et 3 filles en pleine santé à Henri II, un dernier fils, Jean, voit le jour en 1166. Les fils d'Aliénor grandissent, mais la reine est bientôt délaissée par Henri qui préfère la compagnie de sa maîtresse, la belle Rosemonde. Le roi fait de Londres la capitale de son royaume, où il s'emploie à centraliser le pouvoir. Il tient soigneusement ses fils à l'écart des affaires, ce qui mécontente Aliénor. Depuis son avènement, Henri II s'appuie sur son fidèle chancelier Thomas Becket, premier officier de la couronne. Il est responsable des actes et des chartes émises par le souverain, supervise les clercs, maillon de l'échiquier, sa cour administrative, fiscale et judiciaire, et accompagne aussi le roi dans ses campagnes militaires. En 1162, Henri II commet une faute stratégique en faisant nommer Thomas Becket, son fidèle chancelier, archevêque de Canterbury. Il se retrouve donc à la tête de l'Église d'Angleterre. Par le biais de Thomas Becket, Henri II pense soumettre l'Église d'Angleterre à son autorité et se passer de l'avis du pape. Mais c'était un mauvais calcul parce que Becket va se poser en adversaire du pouvoir royal et en défenseur acharné de l'Église. Sa mission est désormais d'affirmer le pouvoir spirituel du pape en Angleterre. Henri II tente alors d'étendre son autorité sur l'Église via les constitutions de Clarendon en 1164 et la situation s'envenime. Becket est accusé de malversation, il s'exile, fait jouer ses relations avec le pape et bientôt des menaces d'excommunication pèsent sur Henri II. Finalement, le roi préfère négocier.
En décembre 1170, Becket rentre à Cantorbéry, mais là, il est assassiné dans sa cathédrale le 29 décembre 1170 par 4 hommes proches d'Henri II. Aliénor est horrifié. Le pape jette alors l'interdit sur le royaume d'Angleterre. De 1168 à 1173, Aliénor renoue avec sa terre natale. Henri II lui a confié une mission de la plus haute importance. Il a le plus grand mal à maintenir ses barons du Poitou dans l'obéissance. Ces derniers voient d'un mauvais œil l'autorité de ce roi anglais sur leur fief. Henri II compte donc sur la légitimité et les talents d'Aliénor pour faire accepter son autorité. Elle gouverne l'Aquitaine en toute liberté, formulant quelques rêves d'autonomie qui se heurtent vite à la politique centralisatrice d'Henri II. Ce dernier n'a pas donné de fief à ses fils, qui sont pourtant en âge de gouverner, et commencent à montrer leur impatience. Henri II place tous ses espoirs dans son fils aîné, Henri le Jeune. En 1170, il le désigne clairement comme son successeur en le faisant couronner et sacré roi d'Angleterre. Mais le père conserve le pouvoir. Aliénor, elle, voit en son cadet, Richard, son digne héritier. À partir du moment où les enfants sont devenus des adultes responsables, eh bien, et que son mari, lui, court un peu le guilledou de droite et de gauche, eh bien, elle va prendre position pour les enfants. Et elle réclamera des portions d'héritage à donner, soit à Geoffroy, soit à Richard. Et le petit dernier, plus tard, Jean Santerre, lui, comme son nom l'indique, restera très longtemps sans héritage. En 1173, après avoir obtenu l'alliance de son premier époux, le capétien Louis VII, Aliénor et ses fils déclenchent une insurrection contre Henri II qui se propage dans tout son empire. C'est vraiment une querelle de famille, cette histoire-là, c'est une querelle de famille, une querelle d'héritage. La riposte d'Henri II est foudroyante. Il repousse les Français, il mate la rébellion, et tandis qu'il choisit de pardonner à ses fils, il emprisonne Aliénor. Aliénor d'Aquitaine avait soutenu la révolte de ses fils contre leur père. Et lorsqu'elle a cherché à s'enfuir, à fuir son mari Henri II Plantagenet, elle a été rattrapée par lui et il l'a fait emprisonner à la forteresse de Chinon pendant plusieurs mois, à partir du mois de novembre 1173. Elle y restera jusqu'à son départ en Angleterre au mois de juillet 1174. Donc elle repart en Angleterre avec son mari Henri II Plantagenet et après sa captivité de quelques mois à Chinon, elle restera enfermée en Angleterre selon la volonté de son mari dans la tour de Salisbury pendant près de 15 ans. La pacification de l'Aquitaine est menée par Richard lui-même, qui est pourtant à l'origine du soulèvement. Le fils préféré d'Aliénor y gagne un surnom, Cœur de Lion. Une prophétie faite par Merlin, 5 siècles auparavant, inquiète pourtant Henri II. Elle évoque la libération d'un aigle à 2 têtes par sa 3e nichée. Placée en résidence surveillée, Aliénor disparaît du paysage politique pendant plus de 15 ans. Entre 1164 et 1185 est écrite une série d'ouvrages qui est considérée comme la genèse de la littérature française. L'auteur, originaire de Troyes, s'appelle Chrétien. Il est le protégé de la comtesse de Champagne, Marie, fille aînée d'Aliénor et de Louis VII. Son œuvre s'articule essentiellement autour de la légende d'Arthur et des chevaliers de la table ronde, que Chrétien va participer à transformer en mythe. L'influence de l'amour courtois, en remontant vers le nord, rencontre le modèle du roi chevalier, et Chrétien invente le roman de chevalerie. Imprégnés par les aventures d'Arthur et de ses chevaliers, les Plantagenets vont influencer les romans des siècles à venir. Tout comme les Capétiens se réclament descendants de Charlemagne, les Plantagenets se disent prolonger la lignée d'Arthur. Chevalier aussi émérite que Lancelot du Lac, Richard punit ses barons rebelles avec la même brutalité. Pour fédérer, le Capétien, lui, peut s'appuyer sur le sacre, mais encore faut-il avoir un héritier. Après la mort de sa seconde épouse en mettant au monde sa 4e fille, Louis VII se remarie avec Adèle de Champagne. Après la naissance d'une fille, une seconde grossesse suit. Louis voit alors en rêve le fils tant attendu. Il tient un calice rempli de sang qu'il donne à boire aux grands du royaume. Le miracle a bien lieu. Louis VII a enfin un fils, le 21 août 1165, qu'il prénomme Philippe.
Adèle de Champagne est une femme fréquemment malade, assez malingre, et il n'arrive pas à avoir un héritier avec elle. Il est désespéré, puisqu'au bout de 30 ans de vie commune, on n'a toujours pas vu son épouse porter un fruit. Or, ce fruit se profile à l'horizon. Philippe II Auguste est sacré en 1179, le jour de la Toussaint. La pérennité de la dynastie capétienne assurée, Louis VII peut mourir en paix le 18 septembre 1180. C'est maintenant Philippe qui joue des dissensions entre les 4 frères Plantagenets et leur père. Dès sa première entrevue avec le nouveau roi de France, le vieux Plantagenet est impressionné par sa prudence et son assurance, qualité que doit avoir un roi chevalier, mais qu'il ne retrouve pas chez ses fils. L'héritier du trône d'Angleterre, Henri le Jeune, succombe en 1183. Après la mort brutale de Geoffroy en 1186, Richard Cœur de Lion n'a plus qu'un frère, le prince Jean. Henri II désigne Richard comme son héritier en Angleterre et fait de Jean son successeur en Aquitaine. La guerre devient fratricide, Richard ne comptant pas faire une croix sur l'héritage d'Aliénor. Cette discorde inquiète le Plantagenet. À Paris, Philippe Auguste est résolu à ramener ses vassaux dans le rang. Aliénor est alors utilisée par Henri II pour calmer les ardeurs de ses fils. En 1187, une terrible nouvelle arrive d'Orient. Le sultan d'Égypte, Saladin, s'est emparé de Jérusalem. Alors que tous ces héros chevaliers font vœu de croisade, à l'exception du prince Jean, pendant les préparatifs, les combats reprennent et la prophétie de Merlin s'accomplit. Philippe Auguste se rapproche de Richard et affronte avec lui le vieux roi Henri II pour qui c'est la dernière bataille. Le roi Philippe Auguste va l'aider dans sa lutte contre son père et va lui favoriser l'accession donc au pouvoir. Parce que Philippe Auguste et Richard étaient très liés et très amis à l'origine. Ce fameux traité d'Azel-Rideau est un traité qui a précédé de quelques jours la mort du roi Henri II Plantagenet. Il était pourchassé par le roi de France et par ses fils, notamment Richard Cœur de Lion. On dit que ce traité d'Azel-Rideau est une paix honteuse pour Henri II Plantagenet. Par ce traité, il prend connaissance aussi de la trahison de son dernier fils, Jean Santerre. Et il va reconnaître par ce traité un certain nombre de territoires au roi de France, ainsi que le mariage de son fils, Richard Cœur de Lion, avec la sœur du roi de France, Aélis. Vaincu, Henri II se soumet pour la première fois de son existence. Apprenant que même Jean a participé à le trahir, il meurt, seul, le 6 juillet 1189. Henri II Plantagenet finit ses derniers jours abandonné de sa famille et de ses enfants. Donc il vient jusqu'à Chinon, où il va passer ses derniers jours et où il mourra seul et abandonné de tous. Richard Cœur de Lion est couronné roi d'Angleterre. Aliénor est libre et en tant que reine-mère, elle fait son grand retour à la tête du royaume. Elle n'a rien perdu de son acuité politique et se hâte d'envoyer des représentants recueillir les serments de fidélité au nouveau roi. En 1190, avant de partir en croisade, Richard lui confie naturellement la régence du royaume. Les deux rois, Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, partent ensemble pour la troisième croisade le 4 juillet 1190, avant de prendre deux routes différentes qui les font se retrouver en Sicile en septembre, où ils attendent le printemps. Richard dit à Philippe Auguste « Ce serait bien que vous m'accompagniez ». En réalité, il se méfie de Philippe Auguste. Il se dit « Si je pars en croisade seul, il va risquer de récupérer mes territoires, le Maine, l'Anjou et la Normandie ». Donc ils partent en croisade et ils arrivent en Sicile, où ils sont accueillis d'ailleurs par des Normands, puisque la Sicile est un royaume normand, fondé autrefois par Robert de Guiscard, Tancrède de Hauteville. Et là, ils tombent malades quasiment en même temps, l'un et l'autre. On souffre de ce qu'on appelle la suette miliaire. Ils perdent leurs cheveux, ils perdent leurs ongles, Philippe perd un œil même, Philippe Auguste perd un œil. Et ensuite, direction la Terre Sainte. Si Richard a mobilisé toutes les ressources possibles pour faire de cette croisade un succès couronné d'exploits, de chevalerie, Philippe est préoccupé par ce qu'il laisse derrière lui. Un royaume où son autorité s'est renforcée, et un fils, Louis, orphelin de mère à 3 ans. Les prouesses de Richard au combat l'ont précédé en Sicile,
et on attend de lui qu'il règle un problème de succession. Alors que Philippe est partisan de la négociation afin de stabiliser la situation, Richard en fait un problème personnel qu'il faut régler avec panache. Il décide de ramener l'ordre à sa manière en mettant à sac Messine, mais surtout en plantant sur les murailles de la ville ses étendards. La fierté du roi de France est particulièrement éprouvée. Tandis que Philippe traverse directement la Méditerranée pour rejoindre Saint-Jean d'Acre, Richard passe par Chypre, île dépendante de l'Empire byzantin, mais dont le prince à la recherche d'autonomie collabore avec Saladin. L'occasion est belle pour Richard d'ajouter une ligne à la liste de ses exploits. Chypre est conquise. Il peut maintenant rejoindre Saint-Jean d'Acre, où Philippe peine à prendre la ville. Avec Richard, la ville tombe. Les deux bannières flottent cette fois-ci ensemble. Le duc d'Autriche veut aussi planter son étendard. Richard lui refuse ce droit et traîne sa bannière dans la boue. Très rapidement, on va voir que la mésentente va s'installer sur la Terre Sainte entre Richard et entre son ami Philippe Auguste. Une amitié dont il faut se méfier. Parce que Philippe Auguste, lui, veut absolument combattre Saladin, gagner Saint-Jean d'Acre, et Richard arrive en retard. Enfin, on sent que si l'un est conquérant, l'autre est hésitant. Et Philippe Auguste va dire, bon, dans ces conditions, ça suffit, je rentre. La prochaine étape est Jérusalem. Philippe, malade, préoccupé par les affaires de son royaume, décide de rentrer en France dès 1191. Il s'arrête à Rome pour obtenir du pape l'absolution, en disant voilà, je quitte la croisade, ne m'en veuillez pas. Et pendant ce temps-là, Richard, lui, va rester, se battre, parfois même comme un soudard, parce qu'on sait qu'il massacre à tour de bras. Il attend, on lui a promis la vraie couronne du Christ, et comme il ne l'obtient pas, eh bien, il massacre les prisonniers. La reconquête de Jérusalem est hypothétique, et de toute façon, la gloire en reviendrait à Richard. Devant Jérusalem, sans les troupes de Philippe Auguste, Richard Cœur de Lion doit composer avec Saladin. La ville sainte reste aux mains des musulmans, mais les chrétiens pourront s'y rendre en pèlerinage. Richard refuse de rentrer dans Jérusalem en pèlerin, puisqu'il rêvait de le faire l'épée à la main. En octobre 1192, il prend la mer. Une tempête l'oblige à changer d'itinéraire. Il doit traverser le duché d'Autriche, où le duc ne l'a pas oublié. Malgré son déguisement, Richard est capturé et vendu à l'empereur germanique Henri VI, que Philippe Auguste a eu tout loisir de ranger de son côté. Le roi de France complote alors avec le prince Jean, qui s'autoproclame roi d'Angleterre. Mais Jean ne peut atteindre son royaume, car l'île est défendue par les barons fidèles à Richard. C'est Aliénor qui veille. Bouleversé par la capture de son fils préféré, Aliénor écrit au pape pour lui signifier son indignation en signant ces lettres « Aliénor, par la colère de Dieu, reine d'Angleterre ». Elle parvient à rassembler une rançon astronomique de 100 000 marks, soit près de 20 tonnes d'argent, ce qui représente le revenu du royaume d'Angleterre pour 2 années. Richard est libéré. Jean demande immédiatement pardon et fait massacrer la garde française protégeant Évreux en signe de repentance. Sitôt débarqué en Angleterre, où il est accueilli par les acclamations de la foule qui chante et danse, Richard punit les partisans de son ambitieux frère. Aliénor quitte l'arène politique, dans laquelle elle s'est battue comme une lionne, et se retire à l'abbaye de Fontevraud, pensant pouvoir se consacrer pleinement à sa vie spirituelle. Quand il est libéré, enfin, grâce à la rançon versée par Aliénor d'Aquitaine, eh bien, Richard, naturellement, immédiatement constate le comportement, quel a été le comportement de son frère, Jean Santerre, John Lackland, comme on l'appelait à Londres. On voit tout ça dans les fameux romans de Quentin Durward, de Robin des Bois. Eh bien, il s'aperçoit qu'il a failli lui usurper la couronne, donc évidemment, il va le punir, il va l'emprisonner, mais il lui pardonnera très rapidement. Les affaires appellent Richard en France. Il quitte son Angleterre, qu'il ne reverra jamais. Le premier affrontement entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste a lieu en 1194 à Fréteval, entre la Normandie et l'Anjou, et voit la déroute de l'armée française, la perte du trésor royal,
ainsi que de nombreux documents indispensables à l'organisation du royaume de France. Après Fréteval, Richard Cœur de Lion inflige encore une sévère défaite aux Français à Issoudun en 1195. Et l'année suivante, il signe une paix précaire avec Philippe Auguste, le traité de Gaillon. Philippe Auguste qui entend bien casser cet empire officieux des Plantagenets. Pour asseoir son autorité sur ses fiefs en France et afin de protéger la Normandie, Richard érige alors en Vallée de Seine un château qu'il veut imprenable, Château Gaillard. Alors Philippe Auguste n'a qu'une idée en tête, c'est récupérer la Normandie. Donc il va lancer quelques attaques sur la frontière de l'île de France et de la Normandie. Richard, bien sûr, voulant conserver ce duché, qui est quasiment une annexe de l'Angleterre, va couvrir la frontière, va ceinturer la frontière de fortifications, que ce soit à Verneuil, à Ivry, que ce soit à Gisors, et surtout, la clé de voûte de ces fortifications, c'est le fameux Château Gaillard des Andelys, qu'il a construit en un an de temps. Ce château est jailli de la falaise en un an de temps. Constatant cette réalisation, d'ailleurs, il aura cette expression merveilleuse « Qu'elle est belle, ma fille d'un an, quel château Gaillard !» Comme leur nom l'indique, les forteresses et les châteaux sont des lieux fortifiés. Ils étaient donc surtout destinés à protéger et à maîtriser un territoire. Il y avait cette notion de maillage du territoire ponctué par les châteaux pour commander les territoires. Et on le voit bien à Chinon avec ce site de hauteur qui est placé sur un éperon rocheux qui lui permet de surveiller les alentours et d'avoir une position privilégiée. L'esprit chevaleresque de Richard Cœur de Lion le pousse à défier la mort pendant les combats. Alors qu'il enchaîne les victoires en Normandie, le destin le rappelle une dernière fois en Aquitaine, où le vicomte de Limoges est passé du côté français. Richard surveille toutes ses possessions, et notamment, on lui apprend que en Limousin, dans la ville de Chalut, en Haute-Vienne aujourd'hui, eh bien, un de ses suzerains aurait découvert un trésor. Et naturellement, ce trésor lui revient, Richard le lui fait savoir, et le suzerain, lui, ne veut pas du tout s'en séparer, s'en débarrasser. Alors Richard va aller assiéger la ville de Chalut, en Limousin. C'est à l'occasion de ce siège qu'un tireur d'arbalète lui décoche un carreau qu'il reçoit. Les uns disent dans le haut, dans l'épaule, les autres disent dans le fondement, mais toujours est-il que l'infection se met dans la plaie et il va mourir, Richard Cœur de Lion. Sentant la mort arriver, Richard demande sa mère à son chevet. Il expire dans ses bras le 6 avril 1199. Aliénor est une vieille dame. Elle doit encore se battre pour hisser un Plantagenet sur le trône d'Angleterre. Son acharnement est intact, sa détermination sans faille. Il revient à Jean de ceindre la couronne. Arthur de Bretagne, le petit-fils d'Aliénor, prétend aussi à la succession et passe à l'attaque dans le Poitou. Aliénor est victorieuse. Jean devient roi d'Angleterre et se déclare vassal de Philippe Auguste. La paix semble enfin revenue entre le Capétien et le Plantagenet. 3 ans plus tard, Aliénor a 80 ans quand elle négocie les fiançailles de sa petite-fille, Blanche de Castille, avec le fils de Philippe Auguste, le futur Louis VIII. De cette alliance va naître Saint-Louis. Une impulsion inconsidérée de Jean vient tout bouleverser. Il enlève Isabelle d'Angoulême, la fiancée de l'un de ses vassaux. En suzerain avisé, Philippe Auguste fait valoir le droit féodal et n'a pas la bonté d'attendre la disparition d'Aliénor pour faire du prince Jean le seul fils qui lui reste, le Jean sans terre d'une histoire qui conforte la légende. Le conflit entre le Capétien et le Plantagenet se poursuit. À Bouvines, en 1214, la victoire du roi de France sera sans équivoque. Aliénor d'Aquitaine s'éteint au printemps 1204. La grande reine repose aux côtés d'Henri II, auprès de son fils Richard et de sa fille Jeanne, à l'abbaye de Fontevraud qu'elle a voulu nécropole royale. De 1154 à 1204,
la dynastie Plantagenet règne sur un empire officieux qui s'étend des îles britanniques aux Pyrénées et où Londres s'affirme comme capitale. Porté par des personnages exceptionnels qui lui ont donné une cohérence administrative et idéologique, cet empire voit naître les prémices de la construction politique de l'Angleterre moderne. Deux dynasties rivales, les Capétiens et les Plantagenets, ont cherché à imposer leur hégémonie dans un conflit sanglant que les historiens considèrent comme la première guerre de 100 ans. Un parfum de scandale embaume de son vivant déjà le destin d'Aliénor qui, par sa légende noire, entre dans les livres d'histoire. 800 ans nous séparent de sa mort, et le temps a gommé les contours de cette reine, fascinante et paradoxale, qui demeure une vibrante incarnation du XIIe siècle.